des vidéos que je préfère tourner, il s'agit de mes meilleures lectures de l'année, pour le coup celle de l'année 2018. Et ça a été une plutôt bonne année de lecture puisque j'ai lu plus de 130 livres, ce qui ne m'arrive à peu près jamais puisque j'ai toujours tourné autour de 70 livres à peu près par an. Et cette année, bah écoutez, j'ai beaucoup lu et du coup j'ai une belle sélection de très bonnes lectures de l'année 2018, mais aussi un petit top 3 des pires lectures que j'ai faites cette année parce que pourquoi pas. Première bonne lecture que j'ai faite en 2018, c'était en tout début d'année si je dis pas de bêtises, il s'agit donc de Shining de Stephen King qui est donc un peu le gros classique de cet auteur. C'est le genre de livre où ça commence un petit peu doucement et vous vous demandez vraiment si vous allez frissonner tout au long du livre, mais la tension monte en pression en fait tout au long de l'histoire, peu à peu, bien doucement, mais pour vraiment vous plonger dans une atmosphère qui est pas forcément confortable, que personnellement j'adore retrouver dans les livres d'horreur et qu'ici j'ai vraiment particulièrement apprécié. Comme d'habitude avec du Stephen King, on a un très beau développement de la personnalité des personnages, ce qui est vraiment pour moi la force de cet auteur parce qu'il va vous faire vous attacher à des personnages, vous faire vous poser des questions et vous allez essayer de deviner ce qui va se passer dans l'histoire. Voilà, il les rend relativement imprévisibles l'air de rien et ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, pour l'histoire de Shining, on est donc sur un petit roman d'horreur avec une famille qui va se retrouver dans un hôtel en fait qui n'est pas occupé l'hiver mais qu'elle va occuper justement pour le préserver en fait de la menace du froid, de la neige et ainsi de suite. Et il faut savoir que cet hôtel va avoir une emprise assez forte sur toute cette famille, il va se passer tout un tas de choses. Et je vous en dirai pas plus, le but du jeu c'est que vous le découvriez parce que c'est vraiment une chouette lecture. Parmi les grosses claques de cette année, il y avait aussi Ne suis-je pas une femme de Bell Hooks qui est un essai sur l'afroféminisme. Et en fait Bell Hooks, alors elle a écrit cet essai dans les années 80 si je dis pas de bêtises, et elle commence en fait par vous raconter l'histoire finalement du racisme, hein, puisqu'on commence par ça, puisqu'elle va vous parler des personnes noires qui étaient esclaves en fait, du coup en Amérique du Nord principalement, hein, ça se déroule principalement sur l'Amérique du Nord. Et elle vous raconte comment à partir de cette époque-là, on a déjà commencé à sexualiser les femmes noires, à les fétichiser, à les violer aussi, hein. Malheureusement c'est une époque ultra horrible en fait, puisque tout simplement déjà il y a de l'esclavagisme et en plus il y a des viols, enfin c'est affreux. Bref, elle commence par vous raconter l'histoire en fait de l'esclavagisme des femmes noires et des hommes noirs aussi à l'époque, mais aussi les relations de sexisme entre les hommes et les femmes blanches vis-à-vis des femmes noires, des hommes noirs vis-à-vis des femmes noires, et ainsi de suite jusqu'à aux années 80 au moment où elle écrit ça. Elle vous raconte l'histoire du féminisme, comment le féminisme blanc n'a pas toujours pris en compte les femmes noires. Ça a été une sacrée claque dans ma gueule parce que tout simplement je suis une femme blanche, c'est des choses que je ne perçois pas, que je ne vis pas. Et de réaliser que malheureusement c'est des choses qui ont en fait toujours lieu actuellement, ça fait flipper, voilà, ça fait flipper de se rendre compte que on a peut-être entretenu des fois certains systèmes qui étaient négatifs et toxiques, et d'apprendre finalement à arrêter de nourrir ce genre de système là qu'on peut faire totalement inconsciemment quand on n'est pas concerné par la question. Et voilà, c'était une sacrée claque dans ma tronche, je le recommande à littéralement tout le monde. Ça fait réaliser à quel point le féminisme intersectionnel est très important. Allez découvrir Ne suis-je pas une femme de Bell Hooks. Voilà, tout simplement. Et on change totalement de registre avec Les illusions de savoir de Manon Fargueton, qui est un livre de fantasy qui peut faire peur parce qu'il est assez énorme comme ça, mais croyez-moi, il se lit beaucoup trop vite. Voilà, j'aurais aimé qu'il fasse 400 pages de plus, franchement ça m'aurait pas dérangé du tout. Les illusions de savoir, c'est plus ou moins une suite de L'héritage des rois passeurs, toujours de Manon Fargueton. C'est pas totalement une suite dans le sens où vous allez suivre des événements qui se passent bien avant en fait L'héritage des rois passeurs, mais il y a des éléments qui se passent dans L'héritage des rois passeurs que vous retrouvez en fait dans Les illusions de savoir. Donc si vous voulez pas être spoilé sur ce qui va se passer dans L'héritage des rois passeurs, je recommande quand même de le lire en premier, tout simplement. Ce qui est très chouette dans ce livre de fantasy, c'est que c'est un livre de fantasy hyper engagé, on y aborde quand même pas mal de thèmes liés au féminisme, puisqu'en fait on vous raconte dans cet univers-là, la place des sorcières n'est absolument pas reconnue, elles n'ont pas le droit en fait de posséder des pouvoirs magiques, parce que les hommes ont décidé qu'elles étaient trop dangereuses et qu'elles ne méritaient pas de développer ces pouvoirs. Donc si leurs pouvoirs sont assez limités, ils réussissent à les bloquer en fait en leur insérant une espèce de pique dans le cou qui va canaliser leur pouvoir et qui va les empêcher en fait de s'en servir. Et si elles sont trop puissantes, ils les tuent tout simplement dès qu'ils sentent qu'elles commencent à développer leur pouvoir. Du coup vous avez plusieurs sorcières qui ont réussi en fait à se protéger dans une forêt des illusions, et elles y ont créé la cité de Savloar, qui est une cité de magiciennes, de sorcières, et elles se
protègent à l'intérieur de cette cité et voilà, et elles sont toujours oppressées en fait par les hommes, par les magiciens. Et vous allez suivre le parcours de plusieurs femmes fortes, hyper intéressantes, complexes, avec plein de personnalités diverses et variées. Et c'était vraiment chouette, c'est épique et il y a un énorme parallèle avec notre réalité et le féminisme actuel qui fait parfois froid dans le dos mais qui est très chouette à lire, donc je vous le recommande à environ 50 000%. Voilà, maintenant Fargueton, si vous voulez faire une suite, je suis preneuse. Très bonne autre surprise de cette année 2018, City of Ghosts de V.E. Schwab, qui est un livre fantastique cette fois-ci et un livre jeunesse. Je m'attendais pas à l'apprécier à ce point-là, mais en fait plus le temps passe, plus je me dis que je l'ai vraiment beaucoup aimé et qu'il fait partie de ces très bonnes lectures de l'année 2018. On va suivre en fait une jeune fille qui a le pouvoir en fait de, on va dire, passer dans l'au-delà, c'est-à-dire qu'entre le voile de la réalité, la nôtre, et celle des fantômes, il y a un espèce de voile qu'elle parvient à passer, elle a des pouvoirs lui permettant de passer ça, et de savoir dialoguer avec des fantômes et de voir leur réalité. Les parents de cette jeune fille sont fascinés par le paranormal, ils écrivent énormément de livres sur le sujet, ils sont même d'ailleurs assez connus pour ça, et on va leur proposer d'aller tourner une émission de télévision en Écosse, enfin ça commence en Écosse en tout cas, pour découvrir justement des lieux hantés et essayer de découvrir des fantômes sur place. Donc elle va se rendre là-bas et vu que ce sont des lieux hantés, et ben il va arriver tout un tas d'aventures. Je vais pas vous en dire plus parce que le but du jeu c'est vraiment que vous puissiez découvrir tout ça. Mais j'ai passé un super bon moment. C'est assez glauque sans être gore, il n'y a absolument pas de gore. C'est hyper accessible si vous aimez vous faire peur mais que vous n'avez pas envie d'aller trop loin parce que vous avez peur quand même d'avoir peur. C'est un bon livre pour ça, je pense que n'importe qui peut l'apprécier parce que c'est pas terrifiant, ça peut faire frissonner mais franchement ça reste gentil et on retrouve très bien la patte de V.E. Schwab en fait. C'est très bien écrit, on retrouve bien son univers, on retrouve bien ses personnages et l'atmosphère qu'elle s'est distillée dans des livres. Voilà, c'est très cinématographique je trouve, on se plonge très rapidement et très facilement dedans. Donc si vous avez un petit livre jeunesse à lire cette année, je vous recommande très fort City of Ghosts qui est une très chouette découverte. Le livre suivant, je ne l'ai pas sous la main puisque je souhaite que tout le monde découvre la magnificence de ce livre et l'importance des messages qu'il délivre. Il s'agit de Le cœur des femmes de Martin Winkler. Ça a été une grosse claque parce que Le cœur des femmes m'a montré une réalité que je connaissais finalement déjà mais que j'avais peut-être pas envie de voir ou que j'avais pas pris conscience comme étant toxique tout simplement, puisqu'en fait l'histoire du cœur des femmes c'est une jeune femme qui est en dernière année d'internat en fait de médecine, elle va passer en tant que docteur, que médecin, ça y est officiellement, mais il lui reste quelques mois à faire en fait avant de valider sa thèse et de terminer ses études tout simplement. Et elle va passer cette période avec un médecin généraliste qui s'occupe des femmes au niveau gynécologique et qui va lui sembler extrêmement ennuyeux au départ puisque elle a l'impression qu'elle va entendre en fait des femmes chouiner toute la journée sur leur vie sexuelle, sur leur vie intime et elle se dit que ça n'a pas d'importance, que c'est pas digne en fait de ses études, des recherches qu'elle a faites et elle veut se concentrer sur quelque chose de beaucoup plus technique et pas du général finalement. Évidemment c'est l'occasion de parler de violences gynécologiques, obstétriques, de parler en fait de tous ces tabous aussi autour de la sexualité et du corps féminin en fait qu'on prend parfois comme des choses comme normales alors qu'elles ne le sont pas. Et ça met en fait plein de choses en perspective et c'est un très chouette livre. Alors on m'a reproché l'autre fois de peut-être noircir le métier des gynécologues, c'est absolument pas ce que fait ce livre, hein. Il ne dit pas que tous les gynécologues sont des fous et des menteurs et des gens qui massacrent les femmes. Non, mais il va mettre en avant le fait que par exemple, lors d'une consultation gynécologique, vous n'êtes pas obligé d'être examiné physiquement en fait, vous pouvez juste parler de ce qui ne va pas et un examen n'est pas toujours obligatoire ni nécessaire. Ce sont des trucs tout bêtes, mais quand vous vous rendez chez le gynécologue en tant que femme, vous pensez que c'est obligatoire, vous allez passer sur la table et on va vous examiner. Non, c'est pas forcément nécessaire, c'est des trucs tout petits, tout bêtes comme ça mais qui vous font réaliser que en tant que femme vous avez intégré certaines choses qui ne sont pas forcément normales. Du coup, Le cœur des femmes est une belle petite pavasse, je crois qu'il fait bien 700 pages je crois, hein. Il est énorme mais il se lit très vite, c'est une grosse révélation et je pense que pour beaucoup de personnes ça le sera parce que de tous les avis que j'ai lus ça a toujours été une grosse claque littéraire, donc découvrez-le. Dans un genre qui n'a toujours rien à voir, il y avait Les Sœurs Carmine, le tome 2, donc Belle de Gris, d'Ariel Holt. Ça a été une super bonne lecture, c'est pas aussi profond que Le cœur des femmes, on va pas se mentir, mais c'est un super bon divertissement. J'aime toujours autant l'univers d'Ariel Holt, c'est complètement barré, c'est un peu glauque, c'est
un peu parfois gore, mais là franchement c'est gentil. C'est complètement déluré en fait, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que vous avez des personnages cyniques qui en ont strictement rien à foutre des conventions, parce que tout simplement dans l'univers de Grisaille, qui est la ville où se déroulent ces événements, les conventions c'est pas quelque chose de principal, ou alors c'est pas les conventions qu'on connaît nous. Et j'aime beaucoup le fait que voilà, ça prenne le contre-pied de pas mal de choses qu'on connaît, et c'est complètement fou et c'est ce qui me plaît. Pour ceux qui connaîtraient pas l'univers des Sœurs Carmine, on est donc dans l'univers de Grisaille qui a tendance plutôt à célébrer des choses parfois gore et pas très sympathiques, qui a des personnages un petit peu sans foi ni loi, et vous allez suivre en tout cas dans le premier tome un espèce de complot autour de famille et de secrets de famille, et tout va être renversé finalement, l'ordre va être bouleversé. Dans celui-ci, vous suivez l'une des Sœurs Carmine, il s'agit de Tristabel, et je pense que si je l'ai adorée, c'est parce que Tristabel, c'est une véritable peste. Elle assume d'être une peste, et ça me plaît. Voilà. On la suit dans tout son parcours justement pour gagner en fait les faveurs de la reine, et c'est super chouette. Voilà, j'ai bien ri, ça m'a vraiment bien divertie, ça se lit très facilement, c'est très bien écrit aussi, j'aime beaucoup la plume d'Ariel Holt. Bref, plein de bonnes raisons de découvrir les Sœurs Carmine si vous ne l'avez pas déjà fait, en commençant bien sûr par le tome 1. Je ne l'ai pas sous la main non plus puisque je l'avais emprunté à la bibliothèque. L'une de mes meilleures lectures de l'année 2018, ça a été Feed de Mira Grant. On est cette fois-ci dans un roman de science-fiction, post-apocalyptique et post-apocalypse zombie. Voilà, alors, vous pourriez vous dire, ouais mais c'est un petit peu banal les apocalypses zombies, on a déjà vu ça ailleurs. Oui, mais celle-ci, c'est différent. L'histoire de Feed, c'est une apocalypse zombie qui s'est déroulée mais il y a 20 ans. Là on se retrouve donc 20 ans après le jour des morts, c'est comme ça qu'ils l'appellent je crois. Donc vous suivez des personnages qui ont toujours grandi en fait dans un univers où les zombies existaient et le monde s'est forcément reconstruit. La civilisation s'est aussi un petit peu réadaptée. Et vous suivez deux frères et sœurs qui sont donc des blogueurs. Les blogueurs sont devenus un petit peu les nouveaux journalistes, ils font un petit peu, pas la loi médiatique, mais ils sont incontournables. Et vous allez suivre ces deux blogueurs qui vont suivre en fait une tournée présidentielle, puisque oui, il y a toujours des présidents finalement, et ils vont suivre en fait voilà, la tournée pour l'élection présidentielle en fait, et leur chemin va être un petit peu semé d'embûches puisque vous avez des complots qui vont se dérouler, mais surtout vous avez un univers ultra crédible, c'est-à-dire qu'on peut se dire oui les zombies c'est pas crédible, mais là on va vous crédibiliser en fait l'arrivée de cette épidémie, comment elle s'est créée, et ensuite comment le monde s'est reconstruit avec des testeurs sanguins à toutes les étapes pour vérifier que vous n'êtes pas infecté et que donc vous êtes sain en fait pour la société, vous n'allez pas la mettre en danger. Vous avez tout un univers technologique qui est mis en place et qui va crédibiliser ce monde et le fait qu'il puisse correctement continuer à tourner, ce que j'ai trouvé vraiment chouette. Voilà, c'est hyper facile de rentrer dedans, il y a plein de rebondissements, j'ai passé un très bon moment, et là encore c'est un sacré livre, hein, il est assez balèze, et pourtant ça se lit très facilement et très rapidement, et je vous encourage à découvrir Feed. On continue dans les lectures engagées de 2018 avec Nous les filles de nulle part d'Amir Reed, qui là encore a été une très bonne surprise. J'en avais entendu parler à sa sortie, je l'ai acheté pas longtemps après parce que j'en ai entendu quand même de très bons avis, et clairement ça m'intéressait puisque dans son livre, dans ce livre, on va parler de la culture du viol, alors pour le coup aux États-Unis, mais les messages qui sont délivrés ici sont totalement valables en France puisque ça concerne toutes les femmes et toutes les oppressions qu'elles peuvent subir autour de ça, puisque vous aurez à la fois du slut-shaming, du sexisme ordinaire, et vous suivez aussi une série de personnages qui sont assez divers et variés, ce qui pour le coup est chouette puisqu'on va aborder quand même aussi un peu de féminisme intersectionnel en parlant de votre sexualité, de handicap. C'est assez chouette dans le sens où on parle aussi de racisme hein, pour le coup, puisque vous avez des personnages racisés, et je trouve ça chouette parce que finalement ça peut représenter beaucoup de monde et ça me plaît, voilà tout simplement. Alors c'est une histoire où vous allez suivre une jeune fille qui arrive dans un petit village américain, elle va arriver dans une maison où elle va découvrir des messages qui vont lui un petit peu mettre la puce à l'oreille, puisque c'est l'histoire d'une jeune fille qui est partie un petit peu en catastrophe de cette ville parce qu'en fait, eh bien, elle a été violée par un garçon de son lycée et eh bien, elle n'a pas du tout été accompagnée par sa ville ni par les personnes de son lycée, mais plutôt blâmée pour l'agression qu'elle a subie, ce qui est extrêmement injuste, qui n'est extrêmement pas normal en fait, tout simplement. Et cette jeune fille va décider de réveiller un peu le lycée et de leur dire écoutez c'est pas normal ce qui s'est passé, moi je suis pas d'accord avec ça et je vais vous mettre en face de vos propres contradictions. Et elle va un petit peu essayer de soulever toutes les filles de ce lycée contre le sexisme ordinaire, le slut-shaming, les viols et toutes les violences qui sont faites aux femmes.
et c'est hyper chouette comme message. Voilà, tout simplement, je trouve ça important d'avoir ce genre de livre pour un public jeunesse ou jeune adulte. Donc je l'ai beaucoup aimé, les messages je les trouve plutôt sains, je trouve ce livre plutôt bien construit. Il peut être un peu dur parce que vous avez quand même une scène de viol qui est décrite, donc c'est pas évident, donc je mets en garde là-dessus, mais ça reste une bonne lecture et je vous la recommande très très fort si vous avez le cœur à la faire. On va terminer ce top avec les meilleures lectures, enfin ce top, c'est absolument pas dans l'ordre de mes lectures préférées mais on s'en fout. On va continuer avec les lectures graphiques et les meilleures lectures graphiques que j'ai faites cette année, en commençant par Saga. Alors là c'est le tome 9 puisque je n'ai que celui-ci en ma possession, c'est le tout dernier sorti, mais j'ai emprunté en fait tous les autres à la bibliothèque, voilà. Je les ai dévorés, j'ai découvert le premier que je vais vous mettre par là, que j'ai adoré. J'ai commencé et j'ai compris pourquoi tout le monde aimait Saga, pourquoi c'était important pour tant de gens, et je vous encourage à le découvrir très 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 vite. Alors souvent les gens le considèrent comme une espèce de Roméo et Juliette, c'est pas faux, dans le sens où vous suivez en fait principalement deux peuples en fait qui sont opposés, je vais vous les montrer vite fait. Vous avez le peuple, je sais plus comment il s'appelle, mais je crois qu'il s'appelle les Zélés, mais je me souviens plus du nom de la planète, et ceux en fait qui ont des cornes, je me rappelle plus non plus leur nom, hein, je suis nulle pour retenir ça. En fait ce sont deux peuples qui se font la guerre depuis un moment, qui ont transporté leur guerre sur plein d'autres planètes et qui sèment du coup la terreur chez plein de gens qui n'avaient rien demandé, tout en laissant finalement les planètes d'origine libres de la guerre, hein, c'est-à-dire qu'on refout sa mère d'ailleurs, ce qui ressemble très fort à la réalité de notre monde et notre géopolitique tout simplement. Mais bref, ces deux peuples sont donc ennemis, et vous avez ces deux personnages qui vont tomber amoureux en fait, alors qu'ils ne devraient pas puisque tous les opposent finalement. Ils vont tomber amoureux et en fait vous suivez le premier livre, la première planche en fait du premier livre, c'est la fuite de ce couple parce qu'en fait elle est enceinte, la femme de ce couple est enceinte d'un enfant finalement totalement interdit. Et vous allez suivre un petit peu leur fuite, vous allez découvrir ce monde, les personnes qui pourraient leur vouloir du mal, et en fait c'est l'occasion de découvrir un message ultra universel de tolérance, de bienveillance, de mettre en avant les contradictions tout simplement de l'humanité, hein, parce que même si cette humanité-là vous ressemble pas physiquement, elle a exactement les mêmes tares que la nôtre, donc c'est hyper important. Saga, ce sont de très beaux messages, ce sont aussi je trouve de très chouettes dessins, c'est aussi très 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 coloré, ce que j'aime beaucoup. Ça peut paraître un peu fou parce que c'est de la science-fiction finalement avec un message très universel, mais vraiment si vous avez envie de prendre quelques risques cette année, tentez Saga, je pense que vous avez moyen d'être surpris et de la très bonne façon. Grosse révélation bibliothèque aussi cette année, il s'agissait de Petit d'Hubert et Gatignolles, qui est là aussi un très très beau roman graphique, puisque vous allez suivre Petit, qui est ce personnage là, qui est petit, qui est le fils en fait d'un ogre et d'une ogresse qui sont les rois en fait d'un royaume. Et au début de l'histoire, l'ogresse en fait va donner la vie, elle va accoucher de ce personnage, sauf qu'elle s'était absolument pas rendu compte qu'elle était enceinte puisque son enfant était petit, il n'a absolument pas la taille d'un ogre habituel, et l'ogre, le roi, va décider qu'elle doit tuer cet enfant puisqu'il lui fait honte, qu'il ne possède pas les facultés d'un vrai ogre, mais elle va en fait s'attacher immédiatement à cet enfant, elle va le cacher en fait au sein du château, et vous allez suivre la progression de Petit, de son enfance jusqu'à sa vie d'adulte, hein, puisque là il est adulte. C'est un espèce de conte macabre, un conte gothique. Petit, c'est donc une très très chouette histoire, mais c'est aussi un très beau livre puisqu'en fait tout est en noir et blanc dans ce livre-là. Je vous montre ça. Vous avez donc de très très belles planches avec des très beaux jeux de noir et blanc, et en fait c'est entrecoupé de petites parties qui vous présentent des personnages importants du royaume des ogres-dieux. Donc par exemple ici vous avez Émione, oui Émione, donc c'est le livre des aïeux et il vous présente différents personnages. Donc vous avez l'histoire en BD et puis de temps en temps, en fait comme un livre de contes en fait avec des personnages importants. Voilà, c'est assez chouette. Ça se lit hyper bien. Le livre sent super bon, là vous pouvez pas sentir cette odeur de livre, mais miam miam miam. Je vous le recommande très fort tout simplement. Il y a des suites en fait qui se déroulent dans l'univers des ogres-dieux mais qui ne sont pas la suite directe de Petit. Vous avez Demi-sang et Le Grand Homme qui sont très chouettes aussi. Et enfin, dernière très 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 bonne lecture de cette année 2018, il s'agit de Betty Boop de Véro Cazot et de Julie Rochelot, qui était vraiment très très beau. Là encore, je l'ai découvert grâce à la bibliothèque, merci la bibliothèque. Vous allez suivre le parcours d'une jeune femme qui en fait va subir un cancer du sein, et c'est un peu l'après de ce cancer. En fait, elle a subi une ablation du sein du coup suite à ça.
et vous la suivez dans sa reconstruction post perte de ce sein et perte de certains repères, un bouleversement au niveau de son corps et comment en fait psychologiquement et physiquement elle va s'adapter à ça. C'est un livre qui n'a pas de paroles, vous avez une BD sans paroles, il y a des onomatopées de temps en temps, vous avez même une petite chanson, mais ça s'arrête là et pourtant c'est un livre qui est hyper... déjà on rentre très facilement dedans, les couleurs sont belles, les dessins sont magnifiques, l'histoire est sublime et en fait on plonge totalement dedans sans avoir besoin de texte. Vous comprenez tout, vous vivez toutes les émotions hyper facilement, parfois brutalement. Je trouve que c'est un magnifique livre qui peut parler à pas mal de monde. Et voilà, ça a été un coup de cœur immédiat. J'ai pas pu m'empêcher de l'acheter, j'ai eu la chance de l'avoir dédicacé par l'autrice et la dessinatrice, enfin les deux autrices finalement. Et voilà, et au niveau des planches, vous êtes sur quelque chose de vraiment très 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 joli, avec une variation de couleurs. Oups, j'arrive pas à bouger mes doigts. Voilà, en fonction des émotions, un petit peu les couleurs changent. Donc c'est vraiment très beau. Et on va terminer cette vidéo avec les pires lectures de l'année 2018 et pour ce faire, je n'ai pas forcément tous les livres sous la main puisque forcément je m'en suis débarrassée tellement je les ai trouvés nuls à chier. On commence avec le seul que j'ai toujours en ma possession. Il s'agit d'Harry Potter et l'enfant maudit, donc écrit par John Tiffany et Jack Thorne, mais approuvé par J.K. Rowling. Ah, et ben c'était une sacrée déception, hein. Très sincèrement, je vais résumer ça comme une mauvaise fanfiction. Et je peux vous dire que j'en ai lu des fanfictions, j'en ai lu de très très bonnes des fanfictions, et celle-ci, c'est un petit peu la personne qui avait envie de se faire un univers, qui voulait pas respecter le canon du tout, qui s'est fait un kiff, alors des fois ça passe bien, hein, mais là c'est pas crédible, c'est nul, ça rend des personnages encore plus insupportables qu'avant. Mention spéciale à toi Harry Potter, je t'ai toujours détesté, mais dans ce livre tu es encore pire que tout. C'était nul, vraiment c'était nul. Si vous pouvez ne pas le lire, ne le lisez pas, ça pourrait vous ruiner votre univers d'Harry Potter finalement. Et c'est con hein, parce que ça peut mettre en avant des personnages qui n'auraient pas été mis en avant dans les livres parce que c'est pas les plus propres et c'est... Enfin, c'est pas les plus propres, ils ne viennent pas des personnages les plus propres, mais non, c'est nul, le lisez pas. Franchement, je me suis fait violence à le terminer, hein. Donc c'est peut-être bien en termes de pièces de théâtre adaptées, j'imagine que ça peut être chouette parce que vous devez avoir des beaux effets et que du coup ça passe tout seul, mais à lire et à imaginer, franchement vous vous ferez du mal. C'est pas crédible, c'est même pas spécialement divertissant, et les personnages sont mal fichus. Ce sont des caricatures et de gros stéréotypes. Fuyez, fuyez, fuyez ce livre. Autre grosse déception, il s'agissait de Le fils de Rosemary d'Ira Levine, qui est plus ou moins une suite de Rosemary's Baby, qui est là pour le coup l'une de mes lectures favorites. C'est un de mes livres d'horreur préférés, c'est pas de l'horreur ultra effrayante, ultra gore, donc si vous aimez un petit peu vous faire peur, c'est parfait. Mais là, on pouvait pas faire pire suite en fait finalement. Si vous avez aimé Rosemary's Baby, c'est pareil, ne lisez jamais Le fils de Rosemary, ça va vous péter votre truc quoi, c'est atroce, c'était pas crédible, c'était pas bien fait, c'était stéréotypé, c'était trop gros en fait, tout était trop, voire ultra gênant. J'ai fait un méga postillon, je sais pas si vous l'avez vu mais il était sublime. Non, c'était affreux. Je regrette d'avoir lu ce livre, je m'en suis très vite débarrassée et je comprends maintenant pourquoi il était seulement à 3,50 € en occasion chez Gilbert Joseph. Vraiment, je comprends mieux. Je vais évidemment pas vous balancer l'histoire parce que je vous spoilerai l'histoire de Rosemary's Baby qui lui est un bon livre, mais vraiment fuyez-le, c'était mauvais, ça se lit vite mais c'était mauvais. Voilà, Ira Levine a fait mieux et clairement ce livre est à oublier. Et enfin, dernière mauvaise lecture de cette année, il s'agissait de Ex de, comment il s'appelle déjà cet auteur, j'oublie toujours, Thomas Holt Evelt, on va dire ça, qui est un livre d'horreur là aussi, avec une sorcière qui a les yeux et la bouche cousus, qui vit dans un village aux yeux et au su de tous les habitants, qu'on ne doit pas déranger, qui est assez effrayante, mais qui apparemment protège le village malgré tout, donc faut pas l'agresser, faut la laisser vivre comme elle est, même si elle est carrément flippante et qu'elle vient comme ça dans votre maison, vous regardez dormir la nuit, hein, bon. Comme ça paraissait génial, mais je me suis fait chier, un truc de fou. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il n'y a jamais d'action dans ce livre. Vous commencez l'histoire, vous dites « Oh chouette », il y a des petits moments où vous dites « Oh chouette, ça va être bien, ça va partir en cacahuète, ça va être super ». Non, ça n'arrive jamais. J'ai vraiment fini par abandonner ce livre, il me restait peut-être 100 pages à lire, mais même les 100 pages, je ne pouvais pas les faire. J'ai demandé à ce qu'on me spoile la fin, et même ce spoil de la fin ne rattrape pas tout ce que j'ai lu. C'était ennuyeux, c'était beaucoup de tensions qui montent pour en fait rien. Même la fin, c'est complètement what the fuck, ça c'est...
vous dites le gars savait pas comment finir son histoire, en fait, finalement, non, c'est ennuyeux. Si vous souhaitez quelque chose qui va vous faire frissonner, vous faire peur, en tout cas si vous avez l'habitude des trucs d'horreur bien fichus, bah lisez pas ça quoi, non. C'était mauvais, c'était pas bon. Même si on s'arrête sur cette petite note négative, pas la plus argumentée, je suis d'accord, mais bon, j'avais pas envie d'en faire des tonnes sur ces livres-là. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, que vous avez trouvé des idées de lecture, et comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager les livres que vous avez apprécié lire en 2018, et ceux que vous avez aussi détesté lire en 2018, parce que parfois ça fait du bien de dire entre guillemets du mal de ces livres qu'on n'aime pas. J'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo, et en attendant, bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Salut!